Donc après cette super intro sur OCaml, moi j'ai décidé en fait de revenir au fondement de l'IFP et de refaire un talk sur JavaScript. Donc après, voilà, dans un cadre un peu plus girly, juste sur ce slide. Non, blague à part, donc je vais vous parler de... alors qui je suis d'abord, pardon. Donc moi c'est Thomas Esley, ce que je fais dans ma vie, je travaille dans une startup où on fait un robot destiné aux personnes âgées. Donc là on est en phase de création de produits, début d'industrialisation, et je fais surtout pas mal de JavaScript. Comme beaucoup de monde en ce moment, finalement j'ai découvert la programmation fonctionnelle grâce à JavaScript et un certain nombre de patterns qu'on peut utiliser en JavaScript. JavaScript c'est cool. C'est parce que un certain nombre d'outils, notamment NPM et V8, ont révolutionné l'usage de JavaScript en se disant que JavaScript, d'un truc un peu dégueulasse où on manipulait le DOM, on s'est mis à faire des vraies applications avec. Ça c'est plutôt cool, et aujourd'hui finalement, si je fais des objets connectés, si je fais du serveur, si je fais un front web, mobile, ou même une application desktop en encapsulant un Chromium grâce à un framework un peu obscur, tout ça je peux tout faire en JavaScript, et c'est cool. Donc quelque part, là où on vient de sortir de 10 ans où on se disait Java c'est cool parce qu'on peut tout faire, on arrive dans la décennie de JavaScript c'est cool et on peut tout faire avec. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez me poser des questions au fil de l'eau, j'essaierai d'y répondre comme je peux. Alors on a tous, il y a pas mal d'articles en ce moment, là c'est le troll du moment, la JavaScript fatigue. Alors c'est vrai, hein, si JavaScript c'était un langage quand même bien conçu, on n'aurait pas besoin de tout ce tooling un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a un langage qui délègue, donc un langage interprété, où on délègue l'interprétation du langage d'une part à un runtime node et d'autre part à n runtime qui sont encapsulés par les browsers et on ne sait pas vraiment ce qu'on a en face. Donc on a quand même pas mal de problèmes qui sont liés au fait que quand on fait du JavaScript, on ne maîtrise pas le runtime, et donc on a inventé quelque chose de super qui est Babel. Tous ces petits logos-là, il y a des gens qui font des JavaScript ici, levez la main. D'accord, donc c'est bon, tous les logos, vous les connaissez, quoi, vous les utilisez au quotidien. Hein, quand on veut faire une appli un peu professionnelle en JavaScript, on est quand même obligé de passer un peu par là. Et puis tout à l'heure, je disais NPM, c'est génial, ça a permis d'avoir une manière propre de gérer les dépendances en JavaScript. NPM, c'est un peu la merde aussi, parce que c'est complètement ouvert, n'importe qui poste ce qu'il veut sur NPM. Il y avait pas mal de trolls d'ailleurs au début d'NPM qui s'amusaient à prendre des bibliothèques super connues qu'on utilisait en JS, genre jQuery, puis qui peut publier un module jQuery-js underscore, et vous faisiez avoir et vous preniez ce module et puis vous saviez pas trop ce que vous alliez récupérer, quoi. Donc il y a quand même le fait qu'on ait quelque chose de très ouvert et où il y a beaucoup de publications et beaucoup de gens qui publient des modules sans contrôle font que parfois ça peut devenir pénible. Ça tend à se normaliser parce qu'il y a une grosse communauté derrière. N'empêche que quelque part on fait rien pour bloquer les trolls là-dessus. Et puis quand vous commencez à travailler en équipe, vous voulez mettre un peu vous n'êtes pas sur un langage compilé, donc forcément vous voulez mettre un peu de cadre de travail pour que quand je reprends le code, j'ai pas des guides diff tout pourris parce que moi j'ai mis un espace de plus que l'autre. Vous commencez à utiliser des prettiers, et puis quand vous voulez mettre des normes de travail, vous mettez à faire du hustling, ce genre de choses. Donc globalement, on a un tooling qui est bien, qui permet de faire des choses bien avec JavaScript, mais qui demande un setup, qui demande un peu de formation sur le tooling, et qui du coup crée aussi toute cette JS fatigue qu'on connaît en ce moment. C'est mon point de vue en tout cas. JavaScript c'est un super langage pour faire de la programmation fonctionnelle. Finalement on va retrouver plein d'idiomes de la programmation fonctionnelle. Les objets littéraux qui sont arrivés avec ES6, c'est plutôt cool. C'est presque des records, sauf qu'on peut mettre des méthodes dedans. Les spread operators, ça permet de faire de la déconstruction de listes, ça permet de faire des restes d'objets, c'est plutôt sympa. Toutes les higher order functions, notamment utilisées sur les arrays, map, reduce, filter. Fonction first class citizen, ça parle à tout le monde. Donc, le fait qu'on puisse faire des fonctions qui prennent en paramètre des fonctions, qui retournent des fonctions. Voilà, donc la purification, les closures, on en a parlé tout à l'heure. Puis il y a des librairies qui viennent enrichir JavaScript, qui amènent aussi des idiomes fonctionnels supplémentaires, par exemple React, qui a amené une vision, alors
partiellement fonctionnel, mais en tout cas qui permet de faire de la composition sur des interfaces graphiques. Et finalement, c'est plutôt cool et c'est assez pratique quand on développe des UI. Alors avec JSX, bon, ils ont inventé des markups, mais globalement c'est des fonctions, JSX. Donc ça reste du fonctionnel. Et avec d'ailleurs un truc un peu de dire, eux ils réconcilient les idiomes objets et fonctionnels en se disant on fait des composants qui sont des objets et qui ont un état qui globalement va être au premier niveau pour gérer mon état global, et puis dedans je vais faire de la composition avec que des composants qui sont fonctionnels, et donc je vais avoir toute une chaîne de traitement et d'interaction d'interface graphique qui sont très faciles à tester, et puis le niveau le plus haut, là on gérera la merde liée à un état mutable. Puis d'autres choses, le pattern Redux, RxJS, bon je vous laisse regarder tout ça si ça vous intéresse, le but c'est pas forcément de faire un cours de JavaScript. Par contre, bon, on va se le dire vrai, JavaScript si c'était vraiment fonctionnel, on n'aurait pas besoin de ces petits logos là, quoi. C'est-à-dire que, ok c'est bien, je viens de dire il y a des idiomes fonctionnels, pêche que... En tout cas, dans un certain nombre d'usages, la programmation fonctionnelle, ça se lie aussi à un système de type. JavaScript, c'est un langage typé dynamiquement. Et donc, quand on veut faire du typage statique, ou en tout cas, sans forcément faire du typage statique, avoir un préprocesseur qui permet de faire comme si on avait un langage compilé, donc ça c'est Flow, on a besoin d'ajouter des librairies et donc d'augmenter encore l'apprentissage sur le langage. Comme on est sur un langage où on peut pas, on n'a pas de type, on n'a pas de compilateur qui pourrait faire pour nous un certain nombre de contrôles, ça oblige à faire beaucoup de tests unitaires. Donc, j'en ai mis 2, il y en a plein des frameworks. Et puis si on veut aller jusqu'à la transparence référentielle, comme on a des types qui sont mutables, on va rajouter immutable. Alors, il y a d'autres librairies. J'ai dû mettre tous les logos Facebook, mais il y en a d'autres. Et puis, si on veut aller encore un peu plus loin dans le fonctionnel, il y a Lodash et notamment Lodash FP, qui sont des toolings dont on avait parlé, assez sympas pour faire de la programmation fonctionnelle en JavaScript. Donc globalement, tout ça pour dire, l'état aujourd'hui du JavaScript permet de faire de la programmation fonctionnelle, des choses plutôt bien, mais qui nécessitent un tooling complexe et un apprentissage du coup complexe aussi. Ce qui fait que quand on essaie de brûler des étapes, ça crée la JS fatigue. Alors là, comme on va dire pas mal de gens, je suis arrivé sur le site de Reason, je connaissais pas OCaml, et puis j'ai lu la promesse, quoi. Donc Reason, ça vous permet d'écrire du code simple, rapide, avec un typage sûr de qualité. Ça a l'air cool. Oui. Merci. En tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, donc je me suis dit, ok, Xavier, est-ce que tu veux pas faire un talk? Puis il m'a dit, écoute, tu peux le faire, donc je le fais. Alors, on a eu l'introduction sur OCaml. Je vais recentrer maintenant sur Reason et OCaml. Première question qu'on peut se dire, c'est finalement, on nous dit c'est vieux, ouais, mais en fait, en tant que développeur, on aime bien la nouveauté. Comment un langage qui a 21 ans va nous aider à mieux développer? Parfait, qu'on puisse boire des bières aux États-Unis. Il y a l'unikernel. Bon, ça c'est le troll pour tous ceux qui ont vu un jour dans leur vie un talk sur YouTube sur OCaml. Vous verrez que l'argument de base c'est unikernel. Blague à part, unikernel c'est cool. C'est quelque part l'étape d'après Docker sur l'isolation, et c'est possible parce que OCaml embarque. OCaml directement embarque l'implémentation de certaines choses comme des protocoles TCP, etc., qui font qu'on peut faire un conteneur avec tout ça qui est un OS complet en fait. Voilà, donc c'est plutôt cool. On va pas s'intéresser à ça, je suis d'ailleurs assez mauvais pour en parler, à part le fait que, si j'ai bien compris, il faut en parler dans chaque talk OCaml. Donc moi je vais essayer plutôt de parler d'amour quoi ce soir. Voilà. Alors avant de vous faire ma déclaration, on peut se dire qu'il y a quand même un petit déjà vu, quoi. Ok, Reason c'est le élixir de OCaml, ou c'est le Scala ou le Kotlin de Java. Alors derrière tous ces mouvements qu'on voit en ce moment, il y a une philosophie commune qui est quand même de se dire, parfois la syntaxe elle peut être problématique ou en tout cas elle peut freiner à l'adhésion d'un langage ou d'un environnement de travail, et on va essayer de le moderniser ou de répondre plus aux attentes des développeurs aujourd'hui.
Alors après, les ambitions sont assez différentes. Si on prend le cas d'Elixir, bon, Elixir, ils ont essayé de faire un langage bien, c'est plutôt bien Elixir, hein. Enfin en tout cas de ce que j'ai testé, je trouvais ça plutôt sympa, sur un langage qu'on savait pas lire et dont la machine virtuelle était même pas documentée, donc c'était un peu le bordel. Scala et Kotlin, là c'est vraiment des approches de dire Java, de toute façon Oracle, ils ont décidé que ça allait crever et il a pris 10 ans de retard dans ses idiomes par rapport aux autres langages, donc on essaie de les apporter parce qu'on trouve que la JVM c'est cool, pourquoi pas. Voilà, finalement Reason c'est encore une approche différente. Pour moi Reason c'est le ES6 de OCaml. Alors j'expliquerai, je développerai après, mais quelque part il faut bien vous dire que tout ce que je vais vous présenter là après, on peut le faire en OCaml. Et Reason, c'est vraiment qu'un métalangage au-dessus de OCaml. Ça apporte une nouvelle syntaxe à OCaml, mais on pourrait faire tout en OCaml ou en Reason. Donc quelque part, Reason, c'est du sucre syntaxique pour OCaml. Ça va? Une question? Ok, cool. On l'a dit tout à l'heure, hein, ça a été introduit par Xavier. Clairement, le but de Reason, c'est d'aller chercher les développeurs JS et de les amener dans le monde du typage statique. J'ai un petit bout de code, cherchez pas à faire à vraiment comprendre ce qu'il fait, c'est un peu débile, hein. C'est juste que j'ai utilisé quelques idiomes JavaScript, hein. En JavaScript, on peut définir des variables avec const, on peut avoir des listes, dans les listes, elles sont mutables, évidemment. On peut, je vous dis, on a des choses un peu sympas, les spread operators, les arrow functions, etc. Si je veux transposer ça en Reason, vous voyez que j'ai quand même une syntaxe qui va s'en approcher assez. Alors à part que tout est let, il n'y a pas const let. De toute façon, const, c'était des constantes de référence et absolument pas des constantes de valeur. Donc en réalité, const, c'était pas des constantes. Donc, à part sur les primitives JavaScript, ça sert pas à grand chose. Et donc on va définir un type. Alors petite particularité, OCaml et donc Reason sont plus riches en structures de données que JavaScript. Donc vous avez à la fois la possibilité d'avoir des listes qui sont des structures immutables, et donc si je veux faire muter une liste, enfin en tout cas si je veux faire enrichir une liste, je vais devoir retourner une nouvelle liste et la stocker dans une nouvelle variable. Donc c'est ce que je fais, soit avec une méthode, une syntaxe, la première, où je viens mettre mon élément en début de liste et j'utilise un spread operator. Le arrobas là que vous voyez, c'est l'équivalent du 2 points que vous voyez en OCaml. Donc ça vient concaténer mes deux listes. L'autre syntaxe que vous voyez, les crochets avec un ou, en fait c'est pas un ou, hein, c'est au milieu, c'est un array. Donc l'array, c'est une structure de données qui, elle, est mutable, par contre, et par contre qui est logiquement, dont la taille est définie dont la taille est définie. Et là, on peut la muter. Donc vous voyez que quelque chose qu'on faisait en JavaScript, selon les structures de données qu'on va utiliser en Reason ou en OCaml, on peut le faire différemment. Évidemment, quand vous êtes dans du pur Reason, dans la plupart des cas, c'est plus intéressant d'utiliser les listes pour le côté immutable. Maintenant, l'array peut avoir son intérêt parfois, notamment quand vous voulez communiquer avec JavaScript. Voilà, qu'est-ce que j'ai montré? Si, après dans les apports intéressants du langage, il y a le pipe operator, donc qui arrive dans la prochaine version de JavaScript, mais qui du coup permet d'avoir une lecture un peu plus naturelle de ce qu'on implémente. Différence, ce que vous voyez à la fin, c'est là où en JavaScript, comme je suis dans un langage non typé, je peux très bien avoir des fonctions avec n arguments. Ça, c'est pas possible dans un langage typé statiquement. Et donc, on va utiliser. Si je voulais faire la même chose que quand je fais mon spread operator sur ma liste, en fait, que je passe au console.log, j'appelle console.log avec n arguments, et donc il va me retourner n console.log. Si je veux faire ça, je suis obligé d'utiliser un itérateur. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire, en fait, ce que je voulais vous montrer ici, au-delà du programme qui est complètement naze, c'est surtout qu'on a quand même quelque chose, quand on fait du JavaScript, qui est très lisible en Reason. Et donc, c'est assez facile de se mettre dedans, là où les deux points, les points virgule, ce genre de choses, le let underscore, alors même si c'est pas compliqué en réalité à en comprendre, hein, si on accepte de passer plus de 5 minutes dessus, ça refroidit des gens. D'ailleurs,
Je vous ai mis l'équivalent en OCaml. Là, c'est strictement le code à gauche, c'est strictement le code à droite en OCaml. C'est une erreur, hein, je ne suis pas pro d'OCaml. Mais j'ai utilisé l'outil parce que quelque chose qui est bien dans ce qu'a pensé Facebook là-dessus, c'est que vous avez le Reason Tool que vous installez dans Chrome ou Firefox et qui vous permet d'avoir l'équivalence Reason OCaml à chaque fois quand vous voulez faire comparer. Ça, quelque chose de très bien aussi, j'en parle après, mais c'est que ça vient vous traduire automatiquement toutes les docs OCaml. Ils ont joué, ils ont été un peu fainéants, ils ont dit on va pas faire beaucoup de docs, on est une petite communauté, on va faire un tool qui traduit tout ce qui est en OCaml en Reason. Ça, c'est plutôt pratique. Le cœur, le premier sujet auquel s'est attaqué la communauté Reason, c'est le tooling. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le tooling. D'abord sur les IDE. Alors, leur IDE de référence, c'est VS Code. C'est là-dessus où aujourd'hui, ils sont un peu plus avancés. Néanmoins, derrière la communauté, sur les 4 que j'ai mis, donc WebStorm, Vim, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, Emacs et Atom, vous avez des plugins qui tiennent la route et si c'est votre IDE préféré, vous pouvez développer en Reason sur ces IDE sans problème. Sur Eclipse, désolé, il n'y a pas de plugin. Mais vous pouvez le coder. Bon, c'est pas forcément très intéressant, j'ai mis des captures d'écran, à gauche c'est Atom, à droite c'est VS Code, quoi. Le petit truc sympa sur VS Code, je sais pas si on le voit, mais c'est que l'IDE vient vous ajouter les signatures de fonctions sur votre code. Et ça, c'est plutôt cool. Grâce à Merlin. Grâce à Merlin, tout à fait. Alors, le sujet du tooling, je vous dis finalement, ce qui est un peu emmerdant en JavaScript, c'est qu'aujourd'hui, on va dépendre de librairies tiers sur le tooling. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui font du JavaScript professionnellement depuis plus de 5 ans, vous avez dû au moins changer 2 à 3 fois ces outils. Parce que les communautés bougent, parce que c'est compliqué de fédérer la communauté en JavaScript. Et puis à chaque fois, plutôt que d'aller en incrémental sur un outil existant, et ben on en crée un nouveau, et puis par effet de mode, toute la communauté bouge. Et à un moment donné, vous êtes obligé de faire bouger votre projet, sinon votre tooling il est obsolète. Donc là, la philosophie de Reason, c'est de dire le tooling, on vient l'intégrer dans le langage, ou en tout cas dans l'écosystème du langage. Donc, après le code, quelque part, vous pouvez faire votre tooling avec tous les compilateurs qui existent au Camel et essayer d'avoir votre tooling qui marche. N'empêche qu'ils arrivent, ils vous fournissent, grâce à BuckleScript et BSB Platform, qui permet de compiler en natif ou en JavaScript, j'en parle après, les compilateurs qui vont bien. Dans le tooling Reason, il y a Reason FMT qui vient vous reformater le code, donc qui fait ce que fait Prettier. Et du coup, si vous l'activez sur vos saves, au moins tous vos développeurs, toute l'équipe a la même. On n'a plus des espaces, des choses comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que vous prenez un peu leurs normes de développement, mais qui sont quand même plutôt cool et plutôt des bons standards. Et c'est pas des grammaires nazis à la Go, quoi. Je vous ai mis en lien. Il y a un talk qui est super, donc de Cheng Lu, qui est une des personnes de la core team chez Facebook, où justement il fait un long talk sur l'intérêt d'un métalangage et d'intégrer le tooling dans le métalangage. Ça vaut vraiment le coup de le regarder. Alors voilà, je parlais de BuckleScript, donc effectivement dans le monde OCaml, il existait déjà JS of OCaml, et puis il y a une compagnie qui fait des claviers un peu bizarres, qui s'est mis à faire un projet qui s'appelle BuckleScript et qui vient compiler le OCaml en JavaScript. Ce qui est plutôt sympa, donc là je vous ai fait, si vous regardez à gauche, je vous ai mis le code Reason avec une fonction addition 1, addition 2, où je peux utiliser de la composition, ou je peux utiliser du currying, comme a expliqué Xavier. Donc mon add2, je fais un currying. Voilà. J'ai des fichiers d'interface qui sont pas obligatoires, mais si je décide de le faire, par exemple là j'expose add1 et add2, j'expose pas add. Et puis j'ai un fichier dans lequel je charge mon module, add, j'en ai fait un module, et puis je fais un log, jslog. Donc quand je fais jslog, c'est bien du OCaml. Là je suis pas en train de faire du JavaScript, c'est un binding qui est fait pour faire du log sur du JavaScript. Et je vais faire add1.2 et add2.1. Oui, je m'attends à ce que ce soit le même résultat. Et je vais faire un petit BSB make world. Donc en fait, quand vous disiez c'est compliqué le tooling de compilation, BSB make world. Voilà.
BSB Platform, BSB Macworld, ça vous fait votre compilation. Et ça peut être la compilation native. Hein. Là, je fais du JavaScript, mais je pourrais très bien compiler en bytecode au camel. Et là, ce que vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que alors, ça me génère du JavaScript lisible par un humain. On pourrait en discuter. Mais en tout cas, là, ça me fait du JavaScript lisible par un humain. Ça fait de l'élimination de code mort, un peu à la mode Prepack. Je ne sais pas si certains parmi vous ont joué mode JavaScript, Prepack. IO, c'est un projet qui est encore en bêta chez Facebook pour justement faire ça sur du JavaScript. Là, typiquement, vous voyez bien que j'ai mes résultats. Dans mon JavaScript, on ne retrouve pas ma fonction add. Si j'avais rien exposé dans mon add.rei, j'aurais juste console log de 3, console log de 3. Donc il vient. Donc ça permet d'un côté d'être très verbeux et très expressif sur toute sa logique de programmation. Et puis si mon objectif c'est de faire une librairie JavaScript que je vais publier pour la communauté Node, de n'exposer que ce qui va être utile dans l'utilisation de ma librairie. Donc ça c'est intéressant. C'est très rapide. Ça c'est assez bluffant. Hein. Comme beaucoup de monde qui ont été peut-être initiés à la programmation compilée avec du C ou du Java, à un moment donné, on trouvait ça cool, les langages de script, parce qu'il n'y avait plus besoin de passer cette étape-là, et que finalement, le feedback de développement, il est quand même bien meilleur. Là, vous avez quelque chose qui peut être complètement transparent. Enfin, dans tous les cas, c'est à peu près 10 fois plus rapide que TypeScript, qui est lui-même à peu près 100 fois plus rapide que Babel, quoi. Pour vous donner une idée. Et puis, il se permet en plus de ça, dans sa génération de JavaScript, d'ajouter des éléments de sécurisation. Là, par exemple, il me fait un ou 0, c'est-à-dire que si je lui passe de la merde, au moins il me retournera 0. Alors, c'est pas complètement de la protection de tout mon code, hein, parce qu'on reste sur du JavaScript, et que donc, si je lui passe la chaîne de caractères 3, 2 plus 3 en JavaScript, on sait bien que ça fait la chaîne de caractères de 3. Ça va? Donc voilà l'intérêt de BuckleScript, en tout cas quand on target du JavaScript dessus. Alors pour mon ami, j'ai quand même fait... Ouais. Je me demandais juste, du coup, vu que Reason c'est juste du sucre syntaxique pour OCaml, ça veut dire qu'on peut du coup utiliser BuckleScript avec OCaml et JS of OCaml. Tout à fait. En fait, Bloomberg, hein, qui a... Ouais. Alors, tu me demandais, pardon, si on peut utiliser BuckleScript, pardon, avec du OCaml et JS of OCaml avec du Reason. La réponse est oui. D'ailleurs, BuckleScript, donc, qui a été développé par Bloomberg, hein, qui est une boîte américaine qui fait de la finance et des super claviers pour les traders. Oui, c'était ça ma blague sur les claviers tout à l'heure. J'ai mis la photo. Mais c'est pas une blague, hein, ils vendent vraiment ça. Eux font du OCaml en fait. Hein. Ils font pas de Reason, ils font du OCaml et ils ont développé BuckleScript pour transformer le OCaml en JS. Et finalement, c'est Facebook qui a fait le choix d'utiliser cette plateforme-là plutôt que JS of OCaml. Maintenant, tu peux tout à fait, je me suis amusé à le faire, et vous avez la photo là. Hein. Alors, je ne sais pas si on voit sur l'écran, si c'est assez grand, sinon je montrerai du code tout à l'heure. Mais globalement, à gauche, vous avez ce que je vous ai montré qui est généré avec BuckleScript, donc lisible par un humain. À droite, vous avez exactement la même chose, généré avec JS of OCaml. Donc là, j'ai pris BSB native, j'ai généré du bytecode OCaml, et puis je l'ai passé dans JS of OCaml. Donc oui, ça marche. On peut utiliser JS of OCaml avec Reason. La différence entre les deux, c'est un peu ce que disait Xavier tout à l'heure, hein, c'est que BuckleScript il se met à un haut niveau de Reason et c'est ça qui compile en OCaml, là où JS of OCaml il prend le bytecode et il le compile. JS of OCaml il est clairement focusé sur OPAM, donc qui est le package manager de référence de OCaml. C'est très bien JS of OCaml en fait si vous avez un projet full en OCaml ou full en Reason et que votre objectif c'est de le publier sur du web. Ça fait ça très bien. BuckleScript il vise la compatibilité NPM et donc ce qui est intéressant c'est que finalement tout ce qui existe sur NPM vous pouvez l'utiliser dans votre code Reason ou OCaml grâce à BuckleScript. Et vous pouvez même assez facilement faire des bindings directement au camel avec le modèle, le plugin BuckleScript. Donc quelque part, l'intérêt de BuckleScript par rapport au camel, c'est de pouvoir à la fois utiliser les packages OPAM quand ils m'intéressent et les packages NPM quand ils m'intéressent.
Si je target pas, oui c'est possible de le faire en OCaml, en JS OCaml aussi, mais c'est plus simple en tout cas. Si vous targetez pas NPM, globalement c'est un choix quoi, à faire entre les deux, mais c'est quand même des produits très très proches. Les deux bougent très vite, les deux communautés travaillent beaucoup ensemble, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses de JS OCaml qui ont servi à implémenter BuckleScript au départ, et JS OCaml ont repris ensuite des choses issues de BuckleScript, donc les deux produits s'améliorent. Globalement, ouais. Non, vas-y, j'ai. Juste une petite réflexion sur JS OCaml. Par défaut, c'est vrai que le rendu est moche, donc on ne peut pas bien lire le JavaScript. Mais avec des options qui sont très peu documentées pour JS OCaml, on peut générer du code qui est aussi lisible que BuckleScript. Et on peut aussi en fait targeter NPM et tout l'environnement Node avec JS OCaml. Il y a aussi la gestion en fait des modules JavaScript. D'accord. Donc la remarque était avec JS OCaml, on peut générer du JavaScript beau et on peut utiliser les modules NPM. Je te crois. je n'ai pas trop joué avec, mais je te crois. Mais globalement, si tu veux utiliser JS OCaml, tu peux tout à fait faire du Reason avec JS OCaml. Les deux sont sur des licences LGPL, donc ce qui est plutôt cool. Alors pourquoi c'est bien en fait d'aller quand même regarder le monde OCaml. Voilà un peu quand on vient du JavaScript, on commence à avoir un système de type qui est mieux qu'un truc où on vous explique qu'un type c'est une classe, ou un truc où on vous explique que vous typez quand vous avez envie de le faire, hein, TypeScript et Flow. Franchement, c'est plutôt cool. Et rapidement, vous arrivez à décrire des éléments de votre programme avec les types, et ça c'est plutôt sympa. Sauf que quand vous avez fait... donc ça c'est le début, un jour vous avez eu un problème de type, et puis vous avez dit, bah, tiens, je vais rajouter un système de type, puis vous avez mis Flow ou TypeScript, peu importe, et puis vous avez dit, ouais, c'est casse-couille quand même de devoir décrire ces types tout le temps. Et là, OCaml a un système d'inférence qui est juste génial, où finalement vous vous retrouvez à assez peu souvent d'écrire, par exemple, une signature de fonction, il va l'inférer dans la très grande majorité des cas. T'as une question ? Non ? Ok, pardon. Et puis après, il y a tout le côté extension du langage qui peut exister, le côté modulaire qui a été introduit tout à l'heure, et puis des petites features assez sympas, genre le OCaml deprecated. Moi je suis assez fan, hein, si vous écrivez des librairies, le fait de pouvoir documenter comme ça la dépression de vos librairies, ça existe peut-être dans d'autres langages, hein, mais en JavaScript d'habitude vous faites un console.log et puis c'est à peu près tout, quoi. Voilà, on voit un peu le compilateur. Alors en fait le compilateur il est assez peu expressif par défaut, il faut l'activer pour qu'il soit très expressif et chiant à la Helm. Ouais, j'ai une petite question par rapport à l'inférence de type justement. C'est une vraie question, hein, parce que j'ai jamais utilisé OCaml rien. Mais est-ce que c'est un réel atout en fait d'avoir une inférence de type aussi puissante, de pas être obligé de décrire finalement la signature des fonctions? Parce que finalement une inférence de type, quand elle est que locale, c'est quand même intéressant puisqu'on a une espèce de documentation en lisant le code, alors que là si c'est complètement inféré, on ne l'a pas en lisant le code. Donc est-ce que c'est vraiment un réel atout? C'est là où Merlin est ton ami, parce que Merlin va venir... Bon, je vais te montrer. Hein. C'est pas Merlin. Attends, hop. De l'autre côté. Ça c'est du code dégueulasse. Voilà, donc là tu vois, en fait ça vient, là j'ai inféré tout, et en fait la signature, Merlin me la rajoute au-dessus, donc à la lecture du code, j'ai la signature de ma fonction. D'accord. Je vais chercher, mais c'est pour ça qu'il va faire ensemble. Ouais. Donc le JavaScript qu'on produit sur cet environnement, il peut être TypeScript friendly au moins en fournissant des fichiers de typage de ce qu'on va générer. Il ne va pas générer les fichiers de typage TypeScript. Hein. Mais en fait... C'est pas mal pour la communauté, c'est les deux mondes qui s'affrontent. Mais quel est l'intérêt d'utiliser TypeScript quand tu utilises déjà un système de type ? Si tu veux que ce que tu produises soit utilisé par d'autres qui utilisent TypeScript. Il me semble que dans la spec de TypeScript, tout JavaScript est TypeScript.
plus cher. C'est juste un fichier de type à part pour. Ouais, voilà. La question, c'est ce que Perlin ou je sais pas quel outil permettrait de générer Ah bah après, en OCaml, tu dois sûrement pouvoir générer ça, ouais. Je sais pas, mais parce que comme ça à froid je vois pas trop l'intérêt. Enfin déjà je vois pas trop l'intérêt de TypeScript, mais ça c'est assez personnel. Mais en plus de ça, à partir du moment, mais à la limite, si je faisais du Haskell avec du GHJS, je verrais pas plus l'intérêt de remettre encore une couche derrière. L'intérêt du JS, bon bah c'est que ça permet de targeter les cibles de runtime.js qui sont quand même assez répandues. Et puis surtout, éventuellement, d'avoir pour moi des librairies qui vont pouvoir être réutilisées par des tiers. Donc, à la limite, c'est plutôt tu vas faire ta librairie, la mettre à disposition, et si quelqu'un a un projet TypeScript qui veut utiliser ta librairie, il peut le faire. Ça va ? Donc ouais, je disais, donc le Reason Put Tool, pardon, il vient rendre jolie la doc OCaml qui est pas belle. Ça c'est sympa. Et il vient vous la traduire en Reason ou en OCaml. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer juste pour avoir des docs OCaml jolis. Non mais blague à part, c'est super pratique parce qu'en fait, globalement, le cœur de Reason, c'est assez pauvre. Ils sont d'abord concentrés sur le tooling. Ensuite, ils se sont concentrés sur Reason React. Et donc, rapidement, quand vous avez besoin de faire des choses finalement pas très complexes, hein, genre appeler une API ou des choses comme ça, bah, vous ne trouvez pas ça dans la doc de Reason. Et donc, vous allez dans les librairies OCaml, vous allez regarder les docs des librairies OCaml. Au début, vous ne savez pas forcément lire du OCaml. Et donc, c'est pratique d'avoir cet outil qui vous donne la translation et la correspondance finalement de l'un à l'autre. Et finalement, c'est assez malin, je trouve, en termes de communauté. Là où j'entendais au départ, Reason, ça vient créer un clivage sur la communauté OCaml. Finalement, je trouve que c'est fait assez intelligemment pour... c'est un choix de syntaxe, mais on vient utiliser les mêmes outils, on vient agréger la même doc, on ne crée pas un doublon de doc. Enfin, moi, je trouve ça assez malin. React. Alors, je n'ai pas fait la petite histoire de Reason tout à l'heure, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Reason, ça a été inventé par Jordan Walke, donc, qui est l'inventeur de React, qui est quelqu'un qui a fait du OCaml longtemps dans la finance avant d'arriver chez Facebook, qui a écrit, hein, d'ailleurs, s'il y a des gens qui font il y a des gens qui font du React ici. Ah, ok. La première version React bêta en fait s'appelait ReactML et était en OCaml en fait. Et puis ils ont décidé de switcher. C'était, on va dire, une variante. Ça utilisait du OCaml. Et ils ont décidé pour le côté mainstream de passer sur JavaScript. Et finalement ils reviennent sur OCaml avec Reason. Je sais pas si c'est très lisible en fait, je suis en train de me rendre compte de ça sur la taille de l'écran. Ce que je voulais montrer, en fait ce que je voulais montrer ici, c'est avec React Reason en fait, je vous disais, Reason c'est stricto sensu du OCaml avec une autre syntaxe, sauf que Reason intègre dans son langage le JSX. Et donc si vous êtes des fans absolus de JSX, Reason, ça ajoute JSX à OCaml. Ce que vous voyez dans l'exemple du bas, donc j'ai fait une page où j'ai du JSX et en dessous j'ai un élément root où en fait j'appelle des fonctions. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, JSX c'est qu'une écriture avec un markup XML de fonctions et donc ces fonctions on peut aussi les appeler directement. Et donc on peut très bien appeler directement ces fonctions en OCaml. Donc en fait vous pouvez faire du React Reason en OCaml, c'est juste que, dommage pour vous, vous ne pourrez pas faire de JSX. Bon, après, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui aiment vraiment bien JSX. À droite, je vous ai mis la génération. Alors, l'intérêt d'avoir quand même un output lisible, c'est que on n'est pas obligé d'imaginer une transition brutale. Finalement, on peut très bien utiliser Reason pour venir faire une lib npm sur un projet Node qui existe. On peut très bien utiliser Reason pour venir faire des composants React qu'on va utiliser dans
dans un projet React qui existe. Et on peut même, si vous êtes dans des projets où vous êtes amusé à faire des libs React, il ne faut pas les foutre à la poubelle. Vous pouvez très bien, avec les externals au Camel, utiliser vos composants React existants dans un projet Reason. Donc c'est vraiment pour ça. Et donc, voilà. Après, entre nous, le côté lisible, pas lisible, bon, c'est surtout un argument pour aller vendre à certaines boîtes que le jour où Reason ou Camel c'est mort, ils peuvent toujours modifier à la main leur code, ils le feront jamais dans la vraie vie, donc on s'en fout un peu. Et là, alors quelque chose de cool dans React Reason, c'est alors sur les gens qui font du React, qui fait du Redux? Voilà, donc dans le cas de Reason, en fait, depuis 2 semaines, ils ont intégré Redux dans React Reason. Et donc, vous avez finalement 3 types de composants, des composants stateless, des composants stateful, qui sont exactement la même chose que ce que vous aviez, et des reducer components, qui intègrent le pattern Redux pour modifier l'état du composant. Et ça, c'est plutôt cool, parce que finalement, si vous faites, c'est vos composants conteneurs dans votre API React, bah, vous allez pouvoir remplacer votre composant conteneur par un reducer component et dedans aller appliquer des composants stateless et passer des props, quoi. Donc ça évite la dépendance à une librairie tiers pour ça. Comme Helm finalement, mais contrairement à Helm, ça ne vous l'impose pas. D'ailleurs, la Redux, c'est la Helm architecture. Ça va, des questions? C'est trop... Donc voilà pourquoi finalement, je vous dis que Reason, ça va être cool. C'est que finalement, j'ai trouvé un nouveau langage maître du monde. Et que donc, j'ai un tooling qui est quand même majoritairement fourni par Reason, avec des dépendances que je vais pouvoir utiliser dans OPAM et NPM. Donc, je multiplie mes outils. Bon, si je veux faire, si je target du JavaScript, je vais sûrement continuer à utiliser Webpack parce que ça reste quand même pas mal. Dans mes objets connectés, je vais faire des choses beaucoup plus safe et beaucoup plus légères aussi, grâce à MirageOS. Sur mes serveurs, je vais pouvoir dégager Docker pour mettre du MirageOS. Et puis, je vais pouvoir continuer à faire des applis Node qui exécutent du JS que j'ai buckle scriptisé. Je vais pouvoir targeter avec BuckleScript sur mes fronts du React ou du Vue, puisque la communauté a fait les bindings pour Vue. Il faut avoir envie d'utiliser Vue, mais si vous voulez, comme c'est pas... je troll trop, c'est ça. Non, mais blague à part, vous pouvez targeter tout à fait du Vue avec BuckleScript. Ou si vous utilisez, vous avez envie de faire vos bindings pour Mithril.js, et ben vous pouvez le faire. Je vais pouvoir targeter React Native parce qu'en vrai, le vrai intérêt de React, c'est quand même React Native. Et puis, parce que je veux faire des trucs compliqués, je vais pouvoir exécuter dans Electron et faire des clients lourds en JavaScript, ce que j'aurais généré. Pardon? Ça sera toujours lourd. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Du Reason en backend en Aujourd'hui, non. En fait, alors aujourd'hui, je commence à utiliser Reason sur un module spécifique où je suis en train de faire une lib qui va être intégrée dans un projet plus grande ampleur en Node. Et donc, il y aura une lib de ce projet qui est en cours d'écriture en Reason. Voilà. En l'occurrence, cette lib, c'est une grosse machine état. Et finalement, avoir un système de typage fort pour faire une machine état, c'est assez sympa. Dans le que vous voulez. Ça ne pas dans le des questions. Est-ce qu'il y a déjà les bindings pour React Native comme Reason React? Alors, est-ce qu'il y a déjà les bindings pour React Native? La réponse est oui. Et il y a même déjà une application en production qui a été faite pour la dernière Seattle Conf. Qui a été réalisée par Formidable Lab. Et ils ont tout mis le code en open source sur GitHub. Donc c'est plutôt une superbe application de formation sur React Native, sachant qu'elle a été faite avant qu'arrivent les reducer components. Donc elle n'utilise pas les reducer components. Mais, voilà, on peut voir déjà des choses un peu complexes qu'on galère à trouver dans la doc, dans cette appli, et c'est plutôt cool.
Ok. Bon, si on se fait un petit bilan, c'est quoi les inconvénients et intérêts d'aller explorer plus loin Reason, en tout cas pour moi. D'abord, faut pas oublier que ça reste jeune. On ne sait pas trop quand ça a apparu. Les travaux, ils datent sûrement un moment. Ils ont commencé à en parler en 2015. On a commencé à avoir des versions vraiment utilisables 2016. Et là, ça fait, on va dire, 3 mois où la communauté se densifie et où il commence à y avoir vraiment de la production pour des gens qui n'ont pas envie d'aller voir le code source du compilateur. Donc ça, c'est plutôt... donc voilà, ça reste assez jeune. Ça bouge beaucoup. Bien sûr, comme tout produit jeune, ça reste une petite communauté. Globalement, le gros canal, c'est le Discord. Enfin, si vous vous intéressez à Reason, il faut vous abonner au Discord de Reason. C'est là où vous aurez le plus d'infos. Il n'y a pas de packager natif. Ça peut être un problème si vous targetez le natif, parce que OPAM, il y a des débats là-dessus. Est-ce que ça doit être OPAM? Est-ce que ça ne doit pas être OPAM? Le problème d'OPAM, c'est qu'un package OPAM, il est lié à une version d'OCaml. Et du coup, Reason, je ne suis pas lié à une version d'OCaml. Donc aujourd'hui, si vous décidez de faire un projet full natif avec des modules réutilisables dans d'autres projets, vous n'avez pas de solution pour ça. À part du coup dire je transpile en OCaml et je fais un module OPAM, ou je le build en JS et je fais un module NPM, quoi. Si vous n'avez jamais fait de fonctionnel, il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est liée au principe de la programmation fonctionnelle et d'un système de typage statique, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais touché un système de type, vous allez voir, c'est pas compliqué, il ne faut pas en avoir peur, mais voilà, quoi, c'est pas non plus inné. La documentation, je vous ai expliqué comment y pallier à la documentation qui était pauvre, mais elle est pauvre, c'est-à-dire que globalement ce qui est fait, c'est plutôt bien fait, mais il n'y a pas grand-chose. BuckleScript, je vais quand même le critiquer, il target ES5, ce qui pour moi est quand même plutôt un problème, en tout cas dans le cas où je vise pas du browser, mais où je vise surtout un runtime Node, puisqu'aujourd'hui Node, il implémente presque intégralement ES8, un port mis à part, et ça arrive dans la prochaine version majeure de Node. Donc globalement, dans la prochaine version de Node, il implémentera ES8. Et donc j'aurais plus trop besoin de Babel en tout cas pour mon code Node Server. J'aurais sûrement encore besoin d'outils comme Babel, Preset Env quand je veux targeter des versions spécifiques de browser. L'avantage de Babel, c'est que je peux dire à Babel quelle version je veux targeter. BuckleScript, il target ES5, il se pose pas de questions. Alors, il y a des raisons à ça, c'est que aussi BuckleScript intègre un certain nombre d'optimisations de performance et qui du coup ont été codées en ES5 et qui continuent à utiliser. Mais ça vient finalement un peu casser pour moi l'argument qui était de dire j'ai du code lisible. Si j'avais du code lisible en ES8, c'est vrai que je peux dire que demain j'ai pu Reason et je veux continuer de maintenir mon code JS, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai un truc en ES5 avec plein d'optimisations dans des librairies obscures faites par BuckleScript. En fait, je vais jamais le maintenir à la main, ce code-là. Et puis, si vous n'y avez pas encore touché et que vous voulez y toucher, je vous conseille d'attendre un petit mois. Parce qu'il y a une évolution majeure de la syntaxe qui va arriver. Pas forcément appréciable. En tout cas, le fait par exemple de devoir parenthèser tous les paramètres de fonction. Voilà. L'explication, c'est d'être encore plus attractif pour la communauté JavaScript. Clairement, toutes les évolutions de syntaxe qui arrivent sont des évolutions de syntaxe pour attirer la communauté JavaScript. Après, c'est des choses où Facebook va livrer avec les transformateurs de code. Donc, si vous voulez vous y mettre et que vous, c'est pas des nouvelles features, quoi. C'est juste de la syntaxe de code qui va bouger. Vous pouvez quand même vous y mettre et vous sachez juste que ce que vous allez apprendre, il y a des choses qui vont bouger très vite. C'est purement cosmétique ce changement, ou ça fixe un des points que tu as évoqué, tu as listé dans tes... Non, alors le changement dont je parle, il est purement cosmétique et il a purement pour objectif d'aller targeter les développeurs JavaScript. Avec des débats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a... je ne sais pas si vous avez fait attention, dans les slides de Xavier, il présentait les propriétés nommées en OCaml, ou c'est avec un tilde en OCaml. En Reason, actuellement, c'est mon nom, : ma valeur.
Ça va dégager. Et donc aujourd'hui, le débat, c'est de savoir s'il faut les préfixer par un tilde comme au camel ou par 2 points. Donc le 2 points remplacerait le tilde. Ce qui est débile. J'ai voté pour le tilde. Donc voilà. Mais c'est ce genre de choses. C'est finalement pas bien grave. Simplement, si vous avez jamais touché à l'environnement Reason, ça peut être assez perturbant de se dire je commence des trucs et puis voilà. Surtout si vous décidez d'y toucher maintenant. Il faut bien encore prendre la version 1.13. quelque chose parce que ces blaireaux ils ont poussé sur Opam une 2 et que en fait du coup par défaut Opam vous descend la 2 qui est une version bancale de dev. Donc faites juste gaffe. Tout ça c'est dans la doc, c'est bien expliqué sur le site de Reason, mais en fait voilà, c'est des petits pièges à la con qui peuvent quand même qui sont des signes d'un langage jeune mais qui peuvent être un peu perturbants au départ. Maintenant, les points et pourquoi, en tout cas, moi, globalement, au-delà des trolls que j'ai pu faire, après un mois de joujou, pour l'instant, c'est surtout ça que j'ai fait, j'y crois quand même assez à ça. C'est que derrière, il y a quand même OCaml, c'est-à-dire que plutôt que de refaire un nouveau langage comme F#, le fait de faire une syntaxe par au-dessus et d'utiliser tout le tooling OCaml, je trouve que c'est un super choix. Et globalement, les 21 ans qui ont derrière, ils servent à ça. La communauté est vraiment super sympa. J'ai posé des questions de gros noobs sur le Discord. J'ai Jordan Walk qui me répond en direct sans m'insulter. Vraiment. En plus c'est ça, c'est-à-dire que vous avez accès à la team, à la core team, que ce soit Chenglu ou Jordan Walk qui sont directement dessus. Et puis les autres membres de la team qui sont pas chez Facebook, parce qu'il n'y a pas que Facebook dans la vie, sont aussi très avenants. Donc c'est vraiment appréciable par rapport à la communauté JavaScript qui est quand même, faut quand même connaître les bons chans sur la communauté JavaScript parce que si vous allez sur des trucs un peu trop publics, voilà, c'est plus, c'est moi qui en ai des grosses que je suis là pour t'aider et t'apprendre à quelque chose, quoi. Alors, je disais, il n'y a pas beaucoup d'exemples, par contre, il y a vraiment des super bons exemples. C'est un langage qui est Mario complet, donc vous avez un Mario implémenté en Reason, il est Snake complet, donc vous avez un Snake implémenté en Reason. Voilà. Il n'est pas encore Pac-Man complet, puisque pour l'instant il n'y a pas de Pac-Man en Reason. C'est quand même, ça bouge très vite, donc ça peut être perturbant. Néanmoins, en tout cas, finalement, le fait qu'il y ait OCaml derrière, c'est prêt pour la production. Aujourd'hui, il y a plus de 50% de Messenger.com qui tournent grâce à Reason. Pour le front, pour le front web Messenger. Donc je vous le disais, là je vous ai mis le lien aussi, il y a l'app de Formida Lab. Moi je trouvais ça super ce qu'ils ont fait de la mettre en open source pour montrer un exemple de vraie app et pas juste d'un training de Reason. Facebook derrière, on pense ce qu'on veut de Facebook et sur ses produits, n'empêche que sur la communauté open source, il y a vraiment une volonté de mettre à disposition des bons produits qui sont testés, qui sont faits pour Facebook, c'est-à-dire que la philosophie de Facebook c'est de dire on fait des produits pour nous, et parce que c'est bien et parce qu'on veut profiter des améliorations de tout le monde, on les met sur l'open source. Contrairement à d'autres GAFA, notamment le G, qui vont mettre des trucs issus de projets de recherche. Si vous prenez le front-end juste chez Google, vous avez 4 ou 5 frameworks qui se tirent la bourre, quoi. Quoi ? Sans parler de Angular. Angular le plus connu, mais c'est que le plus connu. Je pourrais citer Dart, je pourrais te citer comment s'appelle le truc là qui fait des web components, Polymère, et puis leur truc qui est une copie de React qui parle en mieux, donc j'ai oublié le nom. non. Donc la blague c'était chez WT, mais bref, peu importe. Mais blague à part, moi j'ai quand même plus confiance dans une boîte qui utilise les produits qu'elle met en open source que de montrer moi j'ai des gars qui font de la recherche et qui sortent des trucs, quoi. Et puis contrairement à ce qu'on peut lire beaucoup, juste pour faire sans faire de polémique, mais parler 2 minutes des patents licences Facebook, parce que c'est un sujet récurrent sur les blogs. Globalement, il faut vous dire que ça vous protège en réalité, hein, le modèle BSD plus patent. Alors ça protège Facebook, parce que bien sûr ils disent si vous m'attaquez je sais pas, tout le monde est au courant de ce sujet, hein, la licence open source utilisée par Facebook sur tous ses produits, donc React, donc Reason, c'est le modèle BSD plus patent. Donc BSD globalement c'est une licence assez libre, vous en faites un peu ce que vous voulez à partir du moment où vous laissez le fichier de licence, sauf qu'ils viennent annexer à cette licence toutes les licences
Facebook en disant, globalement, si vous utilisez nos produits, on vous octroie un droit d'utilisation de toutes nos licences liées à ces produits. En contrepartie, vous perdez ce droit si vous nous attaquez pour des sujets de licence. Donc c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop habitué à ça parce qu'en Europe, le code, c'est soumis au copyright et pas au patent, donc pas au comment c'est, brevet, merci, au brevet. Même si dans certains cas ça peut quand même être le cas, mais globalement c'est quand même assez rare d'avoir des brevets sur du code en Europe. Aux États-Unis c'est pas le cas, et donc il peut y avoir des brevets sur du code. Donc quelque part, si vous utilisez React, par exemple par rapport à Preact, je ne sais pas si vous connaissez Preact, mais Preact ils utilisent des concepts de Facebook React et donc potentiellement des brevets de Facebook. Dès que vous commencez à utiliser Preact, Facebook pourrait vous attaquer pour violation de brevet, ce qu'il ne peut pas faire si vous utilisez React ou Reason. Par contre, ça veut dire que si vous les attaquez pour des questions de brevet, sur du code, donc encore une fois, le cas où ça se pose en Europe, il est quand même très 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 limité. Donc globalement, c'est pas un frein, il y a certains cas spécifiques où effectivement ça peut être une condition de no-go. Je pense que pour 90% des projets européens, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, cette communication, on va dire, récurrente sur ce sujet de licence, elle est beaucoup entretenue par des communautés de frameworks concurrents en voyant un moyen de couper un peu l'air sous le pied de React, quoi. Donc il faut être conscient de ça, mais globalement, posez-vous la question si c'est un frein. Il y a pas mal, hein, si vous allez plus loin que les trolls sur Twitter, il y a des juristes qui ont fait des articles assez intéressants et qui montrent que dans la majorité des cas, c'est absolument pas un problème. Alors la question, est-ce que c'est les gars d'Angular qui veulent troller? Peut-être. Moi, j'ai vu plus de trolls de Vue et Preact que d'Angular. Mais c'est peut-être React aussi, ouais. Voilà. Après, React, c'est pas la solution miracle à tout. Moi, je trouve que c'est plutôt une approche assez cool. Maintenant, vous pouvez faire du JS of OCaml sans React si vous voulez. Et puis l'intérêt, moi, le gros intérêt que j'y vois d'un point de vue professionnel, et ça rejoint le point où je disais, pour moi, c'est utilisable en production, c'est que tout a été pensé pour pouvoir y aller pas à pas. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous dit, je fais un Big Bang, quoi. Si demain, vous dites, ah là là, j'ai peur de la patente licence de Facebook et je décide de faire du Vue.js, vous trachez tout votre code front et vous refaites tout en Vue.js. Là, globalement, si vous dites, Reason, ça m'intéresse, je fais du front, je vais faire un composant React et l'utiliser. Je fais du back, je vais faire du Node et je vais l'utiliser. Pourquoi je fais encore du Node en back? Je vais faire du unikernel, etc., quoi. Donc, il y a vraiment moyen d'y aller de manière par étapes. Si vous travaillez sur des grosses équipes et que vous voulez faire adopter ça, la bonne méthode, d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément d'aller tout de suite sur Reason, c'est peut-être déjà de mettre dans les mains de vos équipes Flow pour les habituer à un système de type, et ensuite de les emmener sur Reason. Et puis peut-être que si certains d'entre vous sont dans des grosses structures, vous avez des équipes avec des différents niveaux de maturité, certaines peuvent rien utiliser, certaines peuvent utiliser Flow, et d'autres peuvent utiliser Reason, et quand même avoir un écosystème qui se parle, et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc est-ce que Reason, c'est un bon langage? Pour moi, il y a 3 raisons qui font un bon langage. C'est est-ce que ça répond à des problèmes des développeurs? Je vous ai dit à quel problème ça pouvait répondre. En tout cas, moi, ça répond à certains de mes problèmes. Est-ce qu'il y a une bonne communauté? Bien sûr, il y a un Discord. Bon, c'est le point d'amélioration, hein, mais comme tout produit jeune, la communauté est encore petite. Par contre, elle a au moins le mérite d'être concentrée à un endroit. Est-ce que c'est un bon langage? Oui, c'est finalement du OCaml écrit en JavaScript, avec une syntaxe JavaScript. Et il y a tout le tooling de OCaml qui est dessus, donc ça c'est plutôt cool. Et donc si on est développeur JS, Node ou React, en tout cas c'est plutôt des bonnes raisons pour s'y intéresser. Allez jeter un œil, faire un petit projet joujou, et puis décider si vous en faites plus ou pas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Sinon, de toute façon, je peux y répondre une bière à la main. Je vous ai mis 2 slides de plus, donc quelques personnes ou sites intéressantes à suivre si vous vous intéressez à Reason. Et puis quelques talks plutôt sympas. Voilà.
Merci à tous.